Eugénie Bastier est avec nous ce matin, qui est vent debout sur les 7 heures de travail que nous pourrions faire en plus. J'appelle à la jacquerie. La jacquerie. La jacquerie des actifs. Mais vous avez compris ces 7 heures à qui elles sont destinées, parce qu'évidemment elles sont payées quand même ces 7 oui, heures. ça va être surtout les entreprises en fait qui vont devoir payer des cotisations. Et voilà. D'ailleurs, comme elles ne sont pas déterminées sur un jour particulier, comme un jour férié, ça va être très difficile pour les entreprises. Mais ça ne sera pas... Ça se fera si, c'est les entreprises qui vont payer. Mais c'est scandaleux parce que... Non, mais 7 heures gratuites des entreprises, des employés, ça ne se fera pas. C'est une solution, une rustine de facilité. Oui. Alors que, je rappelle que on a abandonné la réforme du RSA, qui devait conditionner le RSA à des heures d'intérêt général. On a reculé sur l'indexation des retraites sur l'inflation, la désindexation des retraites. Donc c'est toujours aux actifs qu'on en demande toujours davantage dans ce pays, à ceux qui travaillent, qui portent déjà le pays sur leurs épaules. Et on leur demande toujours davantage de 7 heures gratuites. Oui, mais pourquoi pas 18 ? Il y en a un qui a proposé 18. Et pourquoi pas 18 ? Je suis d'accord. Vous savez comment on appelait ça au Moyen-Âge ? La corvée. Non, mais c'était les serfs du Moyen-Âge qui devaient un ou deux jours dans l'année travailler gratuitement pour les seigneurs. Mais c'est la même chose, sauf que c'est la gérontocratie qui a remplacé l'aristocratie. Mais vous allez penser aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être plus de 60 ans, qui ont travaillé toute leur vie, s'il vous plaît, Eugénie Bastier. On peut demander aussi, pourquoi demander toujours à ceux qui travaillent ? Mais vous avez sans doute raison, mais je trouve ça surtout, ça en dit beaucoup de notre État si on en est rendu à faire 7 heures gratuites sur une année. C'est vraiment que la France, on est par terre. Bon, je salue Thomas Bonnet. Je le dis. Comment ? Cette réforme ne s'appliquerait pas aux sénateurs qui veulent la ils sont exemptés de ces 7 heures. Parce qu'ils sont des indépendants. Mais vous verrez, ça m'étonnerait que ça se fasse. Non, ça se fera, bien sûr. Thomas Bonnet est avec nous, Vincent Hervouet est là, je lui ai demandé de venir parce qu'effectivement, je souriais avec la Troisième Guerre mondiale, mais c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe. Éric Revel, que vous connaissez. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans, oui. Bien sûr, ça ne se voit pas. Oui, non, mais c'est pour la gérontocratie. Oui, et ça ne se voit pas quand même. Georges Fenech est là. Et puis on parlera tout à l'heure avec Alexandre Farina, qui est premier adjoint au maire d'Ajaccio, parce que la ville impériale va recevoir le pape le 15 décembre. Et c'est quand même un événement, puisque c'est la première fois qu'un pape viendra en Corse, même si on dit que le pape Formose serait corse, et c'est une légende ou pas En 2000 ans, ce sera la première fois que le souverain pontife viendra sur l'île de Beauté, oui. Et alors je me suis amusé parce qu'il faut 16 km de barrières, ça va être une organisation folle, et paraît-il que vous n'avez que 500 mètres de barrières pour le moment. Non, alors écoutez, ça, ce sera un détail dans l'organisation. Oui, mais 16 km de barrières, il faut les trouver quand même. On les trouvera, et puis l'État nous aidera aussi également. Bon, on parlera évidemment de la visite du pape. Boualem Sansal. Et je disais tout à l'heure, est-ce que c'est Vincent Hervouet, à l'aune des relations entre la France et l'Algérie, qu'il faut décoder cette arrestation ? Je voudrais qu'on voit le sujet. Il y a eu beaucoup de réactions hier. Il y a eu une réaction de l'entourage d'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore exprimé, mais il y a eu beaucoup de prises de parole. Et puis, on est touché parce que nous le connaissons. C'est un écrivain de grande qualité. C'est un ami. C'est un ami ? Ah oui, c'est un ami. Et moi, je suis depuis samedi, depuis dimanche, on est très inquiets. C'est pour ça qu'aussi on a fait attention à ce que l'on disait, mais évidemment qu'il est l'otage de la relation franco-algérienne, ou plutôt de la rancœur du régime algérien contre la France. Alors, vous avez parlé d'Emmanuel Macron, mais vous savez, Sansal, c'est quelqu'un de très doux, de très pacifique, de extrêmement courageux, un très grand courage moral face aux corrompus du régime, un très grand courage physique face à la cruauté de tous les hommes à couteau qui s'aiguisent des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs. Mais on l'écoute et on ne le croit pas. On le croit, mais on continue comme avant. Et on croit qu'on va pouvoir continuer comme avant, vous voyez ? On ne fait rien. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a été donc jeté aux oubliettes, embastillé, d'une manière en plus totalement... vous téléphonez chez lui, ça sonne dans le vide, vous appelez son portable et le numéro est débranché, il n'y a plus personne au bout de l'Internet, vous comprenez qu'il a disparu dans une trappe, vraiment sur les oubliettes. Et ça arrive alors que la présidence française le 1er novembre, a reconnu l'assassinat de Larbi Ben Mehdi, ça vous dit rien, mais c'est le Jean Moulin de la guerre d'indépendance, de la guerre de libération. C'était un des fondateurs du FLN, tué par une corvée de bois avec le général Ossarès. Bon, bref, la France reconnaît l'assassinat de Larbi Ben Mehdi.
on n'est pas obligé de le faire. Cette espèce de démarche mémorielle de l'Élysée est vouée à l'échec. D'ailleurs, les Algériens ont rejeté ça d'un revers de main en disant qu'ils ne voulaient pas de repentance au goutte à goutte. Et puis, il en a remis une couche, ce qui n'est pas obligatoire, parce que l'Arbi Mennedi, c'est aussi l'homme de la guerre terroriste. C'est le patron de la wilaya d'Alger qui fait mettre une bombe devant le Milk Bar où les enfants... Et il y a encore aujourd'hui des gens, une femme en Allemagne qui a 70 ans, qui est mutilée, bien sûr. qui porte ça dans sa chair depuis... voilà. Et... on a envoyé une gerbe, une grande couronne, elle est magnifique, bleu, blanc, rouge, d'un côté verte et blanche aux couleurs du drapeau algérien, de l'autre, pour déposer ça sur le carré des martyrs du cimetière d'Alger. C'est-à-dire, et la réponse algérienne, voilà, vous l'avez, c'est que ça ne marchera pas. Je voudrais qu'on voit le sujet, après, évidemment, je donne la parole à Eugénie Bastier. La France, toujours sans nouvelles de l'écrivain Boualem Sansal. Selon plusieurs médias, le franco-algérien aurait été arrêté par la police en Algérie le 16 novembre et emprisonné depuis. Selon les proches du président, Emmanuel Macron est très inquiet de la situation. Les services de l'État sont mobilisés pour clarifier sa situation. Le président de la République exprime son attachement indéfectible à la liberté d'un grand écrivain et intellectuel. Une inquiétude partagée par la classe politique. L'écrivain et citoyen français Boualem Sansal ne donne plus signe de vie. Ce combattant de la liberté et courageux opposant à l'islamisme aurait été arrêté par le régime algérien. C'est une situation inacceptable. Le gouvernement français doit agir pour obtenir sa libération immédiate. En signe de protestation contre cette arrestation injuste et pour affirmer notre soutien indéfectible, j'ai décidé de nommer Boualem Sansal citoyen d'honneur de la ville de Nice. Derrière les potentielles raisons de son arrestation, ses positions envers le régime algérien. Il était très critique avec le gouvernement algérien. Il dénonçait un pays verrouillé et vérolé par la corruption. Il se moquait des autocrates algériens. Il dénonçait, parce que c'est son grand combat, la langue française aussi, l'arabisation de l'enseignement en Algérie. Ses livres sont vendus librement en Algérie, mais l'auteur y est également controversé depuis une visite en Israël en 2014. Est-ce qu'on sait pourquoi il est arrêté? Est-ce qu'il y a eu un chef d'inculpation? Est-ce qu'on est certain qu'il soit dans une prison d'Alger? Non, on ne sait rien, l'ambassade ne sait rien, personne ne sait rien. Non. On pense qu'il a été... il y a une rumeur comme quoi serait atteinte à l'intégrité territoriale parce qu'il a fait une déclaration pour déplorer la création du Polisario et l'entretien de cette guéguerre avec le Maroc au Sahara occidental que la France vient de reconnaître. Donc ça, c'est la grande raison aussi de la brouille franco-algérienne. Hein. Mais là, la réalité profonde, c'est pas ça. Il y a une brouille franco-algérienne qui est constante avec des moments aigus. Là, il a pris la nationalité française, on lui a donné la nationalité française. D'ailleurs, une des gloires, je veux dire, il y a quelques raisons d'être fier de notre pays, quelques raisons. Le prix Goncourt à Kamel Daoud, c'est une raison d'être fier de la France. Et que la francophonie, ça existe encore. Le talent de Boualem, le courage de Boualem Sansal, il continue à vivre à Boumerdès dans ce pot ce pot pourri de l'islamisme, là où tous les barbus étaient les plus sanglants. C'est son courage et le fait qu'il ait choisi la France, ça nous rend, je veux dire, non seulement fiers, mais ça nous oblige à être meilleurs que ce que nous sommes. Ça nous élève, vous voyez. Et donc, la bonne raison, ce qui va se passer, c'est assez clair, c'est que la France va donc se dresser contre cet acte inique, l'embastillement du Voltaire du Maghreb, d'un homme très courageux. On va se dresser contre, et les Algériens vont nous regarder froidement, ils vont dire « mais il est algérien ». Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'on est encore autant des colonies? Il pensait... Ça, c'est couru d'avance. Il pensait être en sécurité, Boualem Sansal. Je disais tout à l'heure qu'il avait prévu de s'installer définitivement en France, mais il pensait qu'il était en sécurité en Algérie. Non, mais il est resté à Boumerdès. Quand je vous dis que c'est un courage, c'est pas la fausse monnaie de l'héroïsme, c'est pas c'est pas la vanité du reporter de guerre. Non, c'est un type réellement courageux. Mais courage moral, courage physique. Il est resté dans cette petite ville qui est à l'est d'Alger, qui est
une ville toute triste, qui a été un des hauts lieux de la guerre, de la sale guerre, des 10 années noires, là, de la guerre terroriste avec des barbus partout. Et Kamel Daoud est attaqué aussi en ce moment. Oui, je voudrais juste... Avec une... Oui, bien sûr. Je voudrais juste noter quelque chose. Eugénie Bastier. Vous savez, on disait quand il y avait le mur, le rideau de fer entre l'Est et l'Ouest, que on n'avait jamais vu personne passer de l'Est à l'Ouest. On n'a jamais vu non plus un écrivain se réfugier en Algérie. Les écrivains algériens se réfugient en France parce que la France est une terre de liberté. Et quand j'entends il y a quelques semaines Madame Rima Hassan dire que l'Algérie est la Mecque de la liberté, parce que c'est ce qu'elle a dit quand même, je voudrais lui rappeler que si elle tenait des propos contre le gouvernement algérien, comme elle tient des propos contre le gouvernement français, elle serait sans doute en prison. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et la France, oui, s'excuse pour les crimes du passé. L'Algérie ne s'excusera jamais pour les crimes qu'elle a commis, notamment contre les pieds noirs et contre les harkis en Algérie. Jamais elle ne s'excusera. Et moi, je pense que c'est aussi l'honneur de la France de s'excuser, parce que nous sommes une civilisation qui a un recul critique sur elle-même, et c'est ce qui fait aussi la puissance et la force de l'Occident. Et pour moi, une forme de supériorité civilisationnelle. Éric Revel. Vous avez raison de souligner, Pascal, que l'attaque contre le dernier livre de Kamel Daoud, Ouris, la concomitance de l'arrestation de Boualem Sansal et ce qui se passe pour ce livre en Algérie, à mon avis, alors je vais essayer d'être optimiste, parce qu'on est évidemment très inquiet pour Boualem Sansal, mais je vais essayer d'être optimiste, c'est que vous pouvez arrêter une troupe militaire, vous pouvez arrêter des chars, mais des idées qui infusent, celles de Daoud ou celles de Sansal, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est peut-être le signe, en fait, d'une grande faiblesse, finalement, de ce pouvoir en place. Et puis, rappelez quand même que Emmanuel Macron n'a jamais été très clair sur le sujet. Quand il fait campagne la première fois, il parle de crimes contre l'humanité. Et maintenant, il nous dit que la junte militaire se sert de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle. Donc, si vous voulez... Mais non, mais on est toujours entre ces deux rives, et finalement, peut-être que Boualem Sansal en est une victime collatérale. Je vois dans la volonté d'Emmanuel Macron, quand il avait dit cela, une volonté d'apaiser ou de rapprocher et de faire un pas. C'était une stratégie, manifestement, ce que vous disiez, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Donc voilà, je l'interprète comme ça. Le président algérien nous a expliqué comment il nous a baladé par le bout du nez. Mais je vous dis, je l'interprète comme ça. C'était une stratégie de dire... C'est une déclaration absolument hors sol, qui tombe en pleine campagne électorale, qui est incompréhensible, et qui a surpris même l'entourage le plus proche. Vous savez que l'Algérie ne reconnaît pas la double nationalité. Pour les Algériens, c'est un Algérien, point barre. Sauf qu'il est français. Que nous avons actuellement un otage qu'est-ce qui va se passer entre les mains des autorités algériennes. Qu'est-ce qui va se passer ? Il n'a pas le droit à un avocat, pas de défense, il a complètement disparu. Je pense qu'il faut que nous réagissons très fortement, que le bâtonnier de Paris se déplace, qu'il offre ses services. Et qu'est-ce qui va se passer, par exemple ? Qu'est-ce qui peut se passer ? On renvoie l'ambassadeur d'Algérie, on entre dans une guerre diplomatique. La France, l'Algérie passe son temps à rappeler son ambassadeur. L'ambassadeur est déjà parti après la reconnaissance par la France de la souveraineté du Sahara occidental au Maroc. Ça, c'est l'ambassadeur d'Algérie, mais l'ambassadeur de France à Alger... est toujours à la Villa des Oliviers, il est là-bas. Le fait de le rappeler changera absolument rien. Non, on est rentré, c'est un moment de défi. C'est évidemment pas un acte... on est pense piégé. Évidemment. Là, ça va durer, on va boire la coupe jusqu'à la lie. Bon, écoutons Boualem Sansal, parce qu'il était à côté de vous d'ailleurs, il y a quelques jours, et on évoquait ce que serait la France dans 50 ans. Et que disait-il ? Dans 50 ans, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon avis, c'est que l'islamisation aura à ce point gagné qu'elle pèsera sur les fondamentaux français. Il faudra repenser la République, il faudra repenser le droit, il faudra repenser beaucoup de choses pour tenir compte. Parce que si vous voulez l'intégration, il faut faire des concessions. Ce sera un pays arabe comme les autres. Exactement. Voilà. Oui, absolument. Avec peut-être des athées parmi eux, des gens qui combattent, comme moi, qui essayent de combattre l'islamisation. Mais comment on combat l'islamisation ? Par la démocratie. Mais la démocratie elle-même n'est plus crédible, tellement on dit... C'est la démocratie des riches, des puissants, il faut un instrument pour lutter contre cela. Contre l'islamisme, on a les instruments. C'est les services de sécurité, les universités qui étudient, c'est Florence Bergot, machin, qui font des livres, etc. Ça fonctionne.
L'islam, on ne sait pas du tout comment faire. C'est une religion, c'est une foi, c'est invisible. Mais l'islamisation, c'est quelque chose de concret. Quels sont nos moyens de rétorsion sur l'Algérie, nos moyens de pression? On sait par exemple que beaucoup d'Algériens viennent se faire, de la nomenclatura, viennent se faire soigner en France régulièrement. Oui, bien sûr, oui. Oui, il y en a beaucoup qui préparent leur beau jour à Paris, peut-être loue-t-il possède-t-il l'appartement que vous louez? Il y a beaucoup de propriétaires comme ça immobiliers à Paris qui sont des généraux algériens. Il y a effectivement la fréquentation des cliniques, des hôpitaux. Est-ce qu'on a des moyens de pression? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il y a des millions de franco-algériens. On a des relations obligées avec l'Algérie. Il y a l'accord franco-algérien de 1968. Certains, vous savez, dans la classe politique veulent remettre en cause cet accord. Voilà, peut-être que c'est l'autre. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. On fait preuve, on n'arrive pas à leur faire intégrer les OQTF. Bien sûr, c'est pas facile. Visiblement, la relation elle est très crispée, elle est très difficile, et les Algériens sont très forts à jouer à ce petit jeu-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. L'autre sujet du jour, évidemment, c'est l'Ukraine, avec les déclarations de Vladimir Poutine. Faut-il le prendre au sérieux? La réponse est oui. Je pense. Vous voyez le sujet d'Augustin Donadieu. Ce matin, en arrivant, j'étais frappé à Europe 1, comme à CNews, notamment les plus jeunes. Ils étaient quand même, la Troisième Guerre mondiale, c'était dans leur conversation. Donc écoutons ce sujet d'Augustin Donadieu. Froidement, sereinement à la télévision russe, Vladimir Poutine prend la parole et menace l'Occident. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine provoqué par l'Occident a pris les éléments d'un conflit à caractère mondial. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière tout aussi décisive et symétrique. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Des menaces formulées par le chef du Kremlin au terme d'une journée de tension extrême. Hier, la Russie a tiré un missile balistique intercontinental sur l'Ukraine, une arme conçue pour porter une ogive nucléaire qui, fort heureusement, n'en contenait pas. Face à cette escalade, le ministre des Armées prévient sur CNews. Nous ne sommes plus en paix comme nous l'avons connu, c'est-à-dire en fait fin de la guerre froide, chute du mur de Berlin, dissolution du pacte de Varsovie. Ne passons pas d'une situation d'insouciance qui parfois nous a fait du mal dans notre histoire, à un sentiment de grande fébrilité en disant « Oh là là, c'est la Troisième Guerre mondiale ». Soyons français, si je peux me permettre, comme le général de Gaulle nous l'a appris à l'être, c'est-à-dire à être prêt. Mardi, Vladimir Poutine a signé un décret permettant à la Russie d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'attaque massive d'un pays non nucléaire soutenu par une puissance nucléaire. En clair, l'Ukraine et les États-Unis. Avec effectivement l'arrivée de la Corée du Nord dans les conversations. La Corée du Nord, imaginez la Corée du Nord en Europe. Et ça, c'est quand on a connu la guerre de Corée, le petit bataillon français de la guerre de Corée, évidemment, c'est le monde à l'envers. Ça peut étonner. Le monde a changé, oui. Et vous avez eu des Iraniens, vous avez eu des Syriens sur ce front. Vous avez des Tchétchènes, évidemment, mais ça, ils sont quand même un peu russes. Je vous rappelle que le sabotage de Nord Stream a impliqué à la fois l'Allemagne et nous a en partie ruinés. Est-ce qu'il faut, la guerre d'Ukraine a depuis longtemps débordé les frontières d'Ukraine. Est-ce qu'il faut prendre Poutine au sérieux? Est-ce qu'une troisième guerre mondiale est possible, en fait? C'est aussi simple que ça. Alors, le général Zaljoulny, qui est aujourd'hui ambassadeur, mais qui était le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a déclaré il y a maintenant 1 an et demi, la troisième guerre mondiale a vraiment commencé. C'est une vision des choses qui reste un peu théorique, mais c'est vrai qu'après tout, nous, Français, par exemple, on voit notre ministre de la Défense, mais on vient de former une brigade ukrainienne, on leur apprend à piloter nos Mirage 2000, et on leur a fourni les scalps, les missiles qui peuvent aller taper, effectivement, à l'arrière des lignes. Donc on est déjà impliqué. Ce que dit hier Poutine, en faisant les gros yeux, en prenant sa grande voix dans son décor solennel, parce que c'est le même que le jour où il avait
annoncé l'opération antiterroriste exceptionnelle. Là. Ce qu'il dit, c'est on est capable de vous faire mal. Les règles changent. Vous venez de changer les règles. Donc l'OTAN nous bombarde, parce que c'est l'OTAN. C'est pas simplement du matériel américain. C'est du matériel américain servi par des spécialistes américains. Vous pouvez pas... le ciblage se fait par les Américains. Le tir est opéré par des Américains. Bon, il nous dit, vous, OTAN, vous me bombardez, je me ressens le droit de vous bombarder. Vous pouvez pas prendre ça à la légère, évidemment. La Troisième Guerre mondiale, l'apocalypse nucléaire, c'est une chose. Mais le bombardement, par exemple, à la frontière polonaise, à la frontière de l'Ukraine, la Pologne, de tous ces camps où sont regroupés le matériel, ça nous pend au nez. Dans le journal de 8h de nos amis de France Inter, tout à l'heure, c'est toujours intéressant de voir comment l'actualité est présentée. Boualem Sansal, soutenu par les figures de droite, Édouard Philippe ou encore Laurent Wauquiez. C'est une manière de présenter Boualem. C'est absolument écœurant. C'est une manière de présenter. Est-ce qu'il y a beaucoup de figures de gauche qui ont soutenu mais aucune figure de gauche hier n'a dit un mot. Je crois dans le monde, le carillon. Vous avez entendu le carillon.